Salut tout le monde, attachez vos ceintures, parce qu'on plonge tête la première dans le monde de la diplomatie internationale, où les choses sont aussi simples qu'une partie de Jenga jouée après quelques verres. Pendant des décennies, la cour de récré mondiale était divisée en deux équipes, l'équipe États-Unis et l'équipe Russie, coincées dans l'impasse de la guerre froide. L'Europe, c'était le gamin qui apportait les quartiers d'orange, mais qu'on choisissait toujours en dernier pour le ballon prisonnier. Voyez-vous, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe ramassait encore les morceaux, au sens propre comme au figuré. Pendant ce temps, les États-Unis et la Russie montraient leurs nouveaux muscles surdimensionnés, devenant les poids lourds indiscutables sur le ring. Cette dynamique est restée. Même après la chute du mur de Berlin et que tout le monde a fait semblant d'être amis, les vieilles habitudes ont la vie dure. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et même si les choses se sont un peu réchauffées, cette vieille dynamique plane toujours. La Russie essaie de récupérer sa place de leader, les États-Unis sont déterminés à rester au sommet, et l'Europe est coincée au milieu, se demandant quand elle aura une place à la table des grands. Voilà le truc quand on est les soi-disant leaders du monde libre, c'est vous, les États-Unis, ou les gars avec assez d'armes nucléaires pour transformer la planète en un désert radioactif. On vous regarde, la Russie. On s'habitue à donner les ordres. Et lorsqu'il s'agit de gros problèmes mondiaux effrayants, comme disons la prolifération nucléaire ou une certaine guerre terrestre en Europe, les États-Unis et la Russie préfèrent souvent régler les choses en tête-à-tête. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, il y a tout l'argument de la loi du plus fort. Soyons honnêtes, quand on a la puissance de feu militaire et le poids économique, on n'a pas vraiment besoin de demander la permission pour faire jouer son influence. De plus, traiter avec tout un bloc de pays, chacun avec ses propres opinions et son propre programme, c'est comme rassembler des chats, sauf que les chats ont des armes nucléaires et un penchant pour la bureaucratie. Maintenant, vous vous dites peut-être, attendez une minute, l'Europe n'est-elle pas importante? Et vous n'auriez pas tort. L'Union européenne, sur le papier, est une puissance économique. Son PIB combiné ferait rougir même un banquier de Wall Street. Mais voilà le hic. En matière de politique étrangère, l'UE est aussi indécise qu'un enfant qui choisit entre des parfums de glace. Voyez-vous, l'UE est composée de 27 pays différents, chacun avec sa propre histoire, ses propres intérêts et ses propres rancœurs. Les mettre tous d'accord sur à peu près n'importe quoi est un cauchemar diplomatique. Ce manque d'unité signifie que sur la scène mondiale, l'UE frappe souvent en dessous de sa catégorie. C'est comme cet ami qui a tout le potentiel du monde, mais qui n'arrive jamais à se ressaisir. Alors, quel est le pronostic pour l'Europe? Peut-elle se libérer un jour de la touche et devenir un véritable acteur des affaires mondiales? Eh bien, c'est compliqué. L'UE a fait quelques progrès vers une politique étrangère plus unifiée, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et voici la question la plus importante. Dans un monde de plus en plus défini par des alliances changeantes et des dynamiques de pouvoir multipolaires, l'ancien modèle de domination américano-russe a-t-il encore un sens? Peut-être, juste peut-être, que l'avenir de la diplomatie mondiale réside dans une approche plus inclusive, une approche où l'Europe aurait enfin une place à la table, avec ses quartiers d'orange et tout le reste. Mais d'ici là, elle devra continuer à s'entraîner au ballon prisonnier